Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de te retrouver, Muriel Zach, pour déjà une 285e rencontre Vlille. Ça fait bientôt 4 ans et je suis ravi que tu sois toujours là, toujours fidèle. Et je suis ravi aussi de voir à quel point tu as développé ton art romanesque au sein des éditions Emmanuel Colas qu'on aime particulièrement. Donc, merci déjà. Je suis ravi que cette maison te sied à merveille et sied également à Bruno, puisque Bruno Doucet va aussi publier un roman chez Emmanuel Coles. On le recevra en mars aussi en Vlille. Et donc, je suis très heureux que vous soyez là tous les deux. Alors aujourd'hui, on te reçoit pour Tosca. C'est une thématique que tu as déjà utilisée depuis quelque temps, depuis de nombreuses années. On va y revenir. Mais là, c'est un ouvrage peut-être encore plus particulier, tout simplement parce que on ne voit rien venir, véritablement. On découvre beaucoup de choses au fil du livre. On découvre un destin tragique, plusieurs destins tragiques. Et on va commencer par ce prologue qui vient tout simplement arborer 7 voix d'hommes de confession juive en 1944 qui sont pillés puis séquestrés dans un placard de 5 mètres carrés à peu près par la milice lyonnaise de Paul Touvier. Alors, avant de débuter, j'aimerais que tu fasses que tu donnes des explications aussi sur certains hommes historiques, puisqu'on a découvert certains sondages, on en parlera tout à l'heure sur le fait que les jeunes ne connaissaient que finalement très peu cette période-là. J'en parlerai tout à l'heure, mais j'aimerais que tu nous parles déjà de cette période qui fut terrible, et notamment de ces hommes qui étaient au sein même de cette milice, notamment Paul Touvier. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Et que ça me fait plaisir que la première présentation euh, de Tosca, ça soit avec le Vlille. Alors pour effectivement peut-être poser ce décor, enfin ce décor humain, vous dire que dans mon roman qui se passe dans la nuit du 28 au 29 juin 1944, il n'y a que des Français. C'est une histoire française. Il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas de nazis. C'est une histoire française qui tourne donc autour de ce groupe, la milice française. C'est un groupe paramilitaire qui arrive en soutien du gouvernement fasciste de Pétain. Pétain étant lui-même un gouvernement qui soutient Hitler et les nazis. Ce groupe paramilitaire a pratiquement des pouvoirs a des pouvoirs de police, même si c'est pas la police. C'est aussi un supplétif de la Gestapo. Et les gens qui vont composer ce groupe sont évidemment antisémites affichés, revendiqués, et aussi anti tout ce qui est contre le nazisme. Donc, ils s'octroient des droits qui sont de rafler des gens, de voler, de piller, de tuer en toute impunité. Et on a des groupes paramilitaires comme ça, de la milice, un peu partout en France. Et ceux qui m'intéressent particulièrement dans ce roman sont à Lyon. Le chef de la milice lyonnaise s'appelle Paul Touvier. Et ce sont ces hommes qui agissent dans ce roman. Quand je dis qu'ils agissent, par exemple, il y en a un ou deux qui sont vraiment connus encore aujourd'hui avec leur surnom. Il y en a un qui s'appelle Gueule tordue. Et certains d'entre eux étaient des repris de justice, d'autres pas, étaient, j'allais dire, des bons Lyonnais, bons Français. Et puis que la haine a embarqué sur cette voie d'une violence et d'un racisme et d'une agressivité inouïe. Voilà. Alors pourquoi ils agissent? On le sait très vite dans le livre, c'est tout simplement pour une représaille, puisque Philippe Henriot a été assassiné. J'aimerais que tu nous parles de cet événement-là qui a déclenché en réalité, même si j'imagine que n'importe quel autre prétexte aurait déclenché cette rafle. Clairement, qui était Philippe Henriot, qui est peut-être moins connu encore que Paul Touvier. Oui, alors Philippe Henriot, c'était le ministre de l'Information du gouvernement de Pétain qui était dirigé par Laval, Pierre Laval. Et ce ministre de l'Information, c'était vraiment le ministre de la désinformation, c'était le ministre de l'abjection de tout ce qui était communiqué. Et le matin du 28 juin 1944, un groupe de résistants à Paris
parvient enfin à atteindre ce type et le descendre. Voilà, tout simplement. Alors, je dis tout simplement parce que ça déclenche évidemment la colère de tout ce qui est milicien dans ce pays. Et c'est à ce moment-là que Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise, décide de faire quelque chose en représailles. Et comme par hasard, en représailles, il décide bien, de faire fusiller des juifs. Il demande à ses miliciens d'aller vite, au plus vite dans la journée, rafler bien, 7 juifs. Voilà, il en veut 7. En sachant qu'il n'y a aucun lien entre les deux actes. Ah non, non, il n'y a aucun lien, bien sûr. Enfin, il y a juste la vengeance, tout simplement, la vengeance. Comme par hasard, ça va tomber évidemment sur ceux qui centralisent toute leur haine absolue. Mais il n'y a pas de lien au niveau entre les 7 personnes dont il s'agit dans cette histoire et Philippe Henriot, ministre de l'Information de Pétain. Alors justement, ce prologue où en réalité il y a deux histoires dans ce livre-là, on pourrait dire deux histoires, puisque le prologue donne la voix à ces 7 personnages, à ces 7 hommes. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des hommes qui ont véritablement existé, puisque tous les faits, tout le décorum, comme tu le disais, est réel. Et tu as ensuite romancé. On parlera tout à l'heure évidemment de Ange, qui est un élément évidemment capital du livre. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est cette idée de prologue qui donne la voix. On est perturbé dès le début, véritablement, puisqu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une autre histoire dans cette histoire même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en réalité, il faudra lire le livre pour que vous compreniez. Mais ce prologue-là, il est si important parce que les voix sont brèves. Les descriptions de ce qui se passe véritablement dans ces 7 rafles à des endroits différents donne la voix. C'est la seule fois dans le livre où tu donnes la voix à ces 7 personnages véritablement. Euh, D'où te vient cette... Pourquoi tu as décidé en réalité de commencer comme ça, de commencer en mettant ces 7 voix à l'honneur? Est-ce que c'était en guise de d'hommage ou au contraire il fallait absolument débuter par déjà leur donner leur voix, pour qu'ensuite le décorum se passe de manière beaucoup plus naturelle? En fait, ces 7-là vont se retrouver pendant toute une nuit dans un huis clos. Mon roman, c'est le centre, c'est le huis clos, au siège de la milice, hein, dans ce placard que tu as déjà évoqué. Et ça me paraissait important pour le lecteur de découvrir comment ils atterrissaient dans ce placard, mais surtout brièvement de découvrir à quel point finalement ils avaient des horizons différents, ils étaient différents et qu'ils n'avaient rien d'autre en commun que d'être juifs. Pour le reste, des histoires complètement humaines et différentes. Et donc leur arrestation, je voulais qu'elle soit comme presque un hors-champ au début. Alors en fait, c'est pas seulement l'arrestation des 7 juifs, c'est aussi l'arrestation d'une 8e personne, qui est le résistant. On va sans doute en reparler, hein, petit Louis Goudard, qui lui aussi est enfermé avec les 7 juifs pendant cette nuit-là. Et ce que tu essayes de dire sans trop dévoiler, c'est que il y a un flashback dans ce prologue. Et donc, il y a en alternance avec les 7 arrestations, qui se terminent toutes par l'attraction avant noire, les portes qui claquent et qui embarquent le pauvre homme qui vient d'être arrêté. On est aussi dans la tête de l'un d'entre eux à la fin de l'histoire. Voilà. Sans trop en dire, ça va comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de pas trop en dire, mais en même temps, c'est difficile Faut de dire, faut en dire. dire parce que l'histoire est là et c'est très difficile. Alors justement, tu parlais de ces portières, de la traction avant noire qui claque. En fait, ce prologue, il est extrêmement puissant parce qu'on voit aussi la complicité des gendarmes qui laissent faire tout simplement. Le premier chapitre est assez terrible aussi en ce sens-là. On voit 7 destins qui basculent en un instant de seconde et c'est aussi peut-être cette brièveté-là que tu voulais pour montrer à quel point le destin de chaque individu, de chaque homme arrêté va être bouleversé finalement en 2 pages. Et c'est ça qui est extrêmement fort Mm. et que cette action des portières qui claquent finalise finalement leur destin. On comprend très vite que cette portière qui claque va tout simplement les faire atterrir dans un monde qui n'est plus celui des vivants. Oui, c'est beaucoup près.
C'est un coup près qui leur tombe sur la tête. Le plus jeune d'entre eux est au restaurant avec un ami. Euh, Celui qui est tranquillement en train de manger sa soupe chez lui, Émile Zesich, puisque tu viens de l'évoquer, est un brave commerçant. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a des voyous qui arrivent chez lui. Et lui, il attend que la police arrive. Et la police arrive puisque les voisins l'ont prévenu. Et quand la police arrive, ils reconnaissent des miliciens. Ils disent ah, excusez-nous, en gros, on ne fait que passer, on vous laisse faire votre travail. Et ils s'en vont. Et voilà cet homme complètement ahuri, anéanti, enfin de ne pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et chacun d'entre eux est finalement dans une situation où ah, d'un seul coup, bah voilà, le destin bascule, son destin bascule. Alors, je vois que les questions commencent à tomber sur comment cette histoire est venue à toi. Alors, par où commencer? C'est une longue histoire, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est une histoire qui date déjà depuis 30 ans, et on va en parler évidemment, Muriel. Tout débute, alors je te laisse dire où tu souhaites débuter, mais disons que sachez tous que Muriel a eu un parcours, a une obsession, elle le dit elle-même. Tosca a récit d'une obsession. C'est peut-être le roman de toute une vie, on pourrait dire, peut-être le plus intime, le plus marquant pour toi, le plus douloureux surtout, puisqu'il y a aussi eu forcément des abandons de projets. Et j'aimerais que tu nous parles de tout ça peut-être en détaillant chaque étape, mais je vais rebondir ensuite forcément. Alors, je pense que je suis obligée quand même là, à ce stade, de vous dire en quelques mots comment cette histoire se passe. Et effectivement, ça vous permettra de comprendre comment je la rencontre, puisqu'elle a lieu il y a 80 ans et que moi, je l'ai rencontrée effectivement il y a 30 ans. Je la rencontre, à l'époque, je suis journaliste et je couvre le procès de Paul Touvier. On vient d'en parler, le chef de la milice lyonnaise. Cet homme-là, après la guerre, a réussi à échapper, à mener sa petite vie tranquille. Et c'est seulement en 1994 qu'il vient enfin répondre de ses crimes devant la justice. Et au cours de ce procès, pour prouver le crime contre l'humanité, voilà ce qui se passe. Je fais un petit flashback. Nous sommes dans la nuit du 28 au 29 juin 1944, dans cette cellule, dans ce placard de 90 cm par 5 mètres. Et ces 7 hommes qui sont enfermés, ces 7 juifs, sont d'abord accompagnés par 2 résistants, Maurice Abélard et Louis Goudard. Puis, au milieu de la nuit, Maurice Abélard est sorti de cette cellule pour être mis dans une pièce à côté. Et Louis Goudard, petit Louis, va passer toute la nuit avec les 7 juifs. À l'aube, Paul Touvier arrive avec ses hommes. Il fait sortir les hommes de la cellule et on écarte petit Louis, qu'il ne parte pas avec les 7 juifs parce qu'il n'est pas juif. Donc les 7 vont être fusillés le long d'un cimetière, du mur du cimetière de Rieux, en banlieue de Lyon. Et petit Louis sait qu'il a échappé à cet assassinat parce qu'il n'est pas juif. Quand on se retrouve aux assises en 1994, c'est lui qui vient témoigner et c'est parce qu'on sait cela que Paul Touvier va être condamné pour crime contre l'humanité. Au moment où les miliciens vont fusiller ces hommes, ils laissent à côté des corps étendus un petit carton sur lequel le nom bien calligraphié de ces hommes apparaît, chacun d'entre eux. Et je dis chacun d'entre eux, mais en fait pas chacun, parce qu'il y en a un qui n'a pas de son nom. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas de carton, il n'y a pas de nom. Alors quand on se trouve au procès, en 1994, on va l'appeler l'inconnu ou bien on va l'appeler Tosca. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi on va l'appeler Tosca. Mais voilà comment commence en fait ma rencontre avec cet inconnu. Louis Goudard, petit Louis, au moment du procès, est un homme dont on s'aperçoit que toute sa vie, il a été accompagné par cet inconnu. Cette nuit-là, dans la cellule où ils étaient tous enfermés, l'inconnu se lève au milieu de la nuit. Tout le monde sait, personne ne se fait aucune illusion sur ce qui les attend à l'aube. Et lui se lève et il va chanter un air d'opéra. Cet air d'opéra, c'est Le ciel luisait d'étoiles, un air d'opéra, l'air de celui qui va mourir à l'aube, dans l'opéra Tosca. Alors pendant ce procès, on l'appelle soit l'inconnu, soit Tosca. Moi, à l'époque, je me suis dit, je vais faire ce qu'il faut pour lui retrouver son identité.
À l'époque, j'étais donc journaliste, je vous l'ai dit, je publie dans mon journal, qui était l'événement du jeudi, c'est-à-dire un hebdomadaire parisien qui existait il y a 30 ans. Je publie la photo du corps de cet inconnu. Et comme on lance une bouteille à la mer. Et puis, ben, des gens croient le reconnaître, m'appellent. Il y a beaucoup de fausses pistes. Chacun vient me confier un fantôme, une histoire. Je me retrouve investie de toutes ces histoires. Il y a une piste, une jeune femme qui était cousette. Vous savez, cousette, c'était les femmes qui cousaient dans les ateliers de confection à Belleville. Et dans cet atelier de confection, il y avait un coupeur qui coupait, il faisait de la fourrure dans cet atelier. Et ce coupeur chantait Tosca. Alors elle l'appelait Tosca aussi. Voilà. Qui est-il? Il a disparu, on ne sait pas. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était pas lui? Voilà. Et puis, évidemment, je passe beaucoup de temps aussi à cette époque à faire parler les témoins. Alors, les témoins à Petit Louis, Maurice Abélard était encore vivant, mais aussi les enfants de les enfants de Léo Glazer, l'une des victimes, le frère de Claude Benzimra, l'une des victimes, enfin, tout ce qui était possible. Et j'essaye de le retrouver. Et je me sens profondément investie de lui mettre un nom et une histoire parce que pour moi, c'est fermer une tombe et faire qu'il ne soit pas oublié. Donc là, ça prend quelques années, on va dire. Et je ne l'identifie pas, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'écris un article et puis ensuite j'écris aussi un livre qui raconte cette quête, mais j'y mêle des raisons personnelles et finalement je ne signe pas de mon nom ce livre qui n'est pas tout à fait l'histoire de Tosca non plus. Après, j'ai un projet de film documentaire qui n'aboutit pas. Alors à l'époque, on me dit euh, qu'il y avait beaucoup trop sur la période. Et puis, il y a un projet de film de fiction. Enfin, à chaque fois, je ne lâche pas Tosca et à chaque fois, ça n'aboutit pas. Alors, au bout d'un moment, est-ce que j'allais complètement me passer d'avoir fermé cette tombe et raconter cette histoire et alors, bon, je fais plein d'autres choses. Hein. Vous savez que j'ai publié, écrit d'autres choses, mais il est toujours là, tapis dans un coin. Et puis, en fait, il me rattrape par la poésie. Alors, je ne sais plus exactement les dates. Je me demande si c'est 2016, je crois, quelque chose comme ça. Mais Puis en un 2010. jour, publié en 2018. Merci, Anthony. Voilà. Et j'ai écrit un poème qui s'appelle Tosca. Euh, et je vois bien que je n'en ai pas fini avec lui. Et puis, quelques années après, un ami artiste peintre qui s'appelle Alain Corcos me demande de participer à un magnifique projet qui, décidément, tous ces projets-là, n'a pas abouti, mais il avait fait 99 portraits de déportés, qui étaient des peintures très, très fortes, puissantes, qui allaient du plus sombre à presque la disparition. Et il avait demandé à des amis écrivains de choisir un portrait et d'écrire autour de ce portrait. Et, euh, et moi, j'ai encore écrit un poème qui s'appelle Arrête de me regarder avec ces yeux-là et qui était encore autour de l'inconnu. Et voilà, donc vous voyez bien qu'il était toujours tapis. Puis quelqu'un me recontacte avec une nouvelle piste et je retourne aux archives et je recommence. Et c'était encore une fausse piste. Et là, le déclic vient vraiment parce que justement, j'échange avec Bruno Doucet, mon compagnon et écrivain, et il me dit, mais tu n'as qu'une seule manière, en fait, de finir cette histoire. C'est la fiction. Alors, j'étais, au bout de toutes ces années, un peu surprise, et puis il me dit, mais en fait, c'est ce que tu cherches à faire toujours quand tu écris, mettre un nom, une histoire, mettre sur un visage. Là, il s'agit d'être sur un visage. Et c'était Combler le déjà vide. ce que j'ai. Comment? Combler le vide. Voilà, combler le vide et euh, nommer pour fermer cette tombe et surtout, évidemment, pour lui rendre vie d'une certaine manière. Et puis à cette époque-là, c'est le moment où on voit le flambé d'actes antisémites à nouveau, et notamment, bon, j'allais dire pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, j'ai été très marquée par l'assassinat de cette vieille dame juive qui a été défenestrée par son voisin antisémite et qui ensuite, lui, a été jugé irresponsable. Ça, Madame, comment?
Sarah Halimi. Voilà, Sarah Halimi. Et puis à ce moment-là, je vois les chiffres, les pourcentages qui flambent. Et je me suis dit, bah, donc je dois le faire. Donc vraiment, je dois le faire. Ça commence, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ce roman. Et évidemment, j'y mêle tout ce que j'ai appris tout au cours de ces années, alors de tous, euh, le plus possible de tous, bah, tous ceux dont on connaît le nom, de ce lieu, de ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, par les témoignages que j'ai pu avoir. Je donne une vie, une histoire, un nom et un caractère à mon inconnu. Et Voilà. tu n'as pas parlé de cet ouvrage en 99 que tu publies chez Seuil, côté jeunesse, où tu parlais Oui, déjà d'un petit-fils de milicien de l'équipe de Paul Touvier oui, qui a entendu Tosca également. oui, oui, tu as raison, je l'ai oublié celui-là. D'ailleurs, je l'ai avec moi, avec cette deuxième version, Un lourd silence, qui pour l'instant n'existe plus, mais qui va reparaître bientôt. Euh, et et c'est assez étonnant parce que c'est mon premier roman pour la jeunesse. Alors, c'est il y a longtemps, hein, 1999. Et il y avait l'obligation déjà de faire intervenir Tosca, puisque c'est un roman où c'est l'histoire d'un adolescent, Vincent, qui cherche ce qui est arrivé à son grand-père. Son grand-père, on lui a dit qu'il était mort en résistant pendant la guerre. Il y a un secret de famille, ça se passe à Lyon. Et il va trouver bien autre chose qu'un résistant. Euh, et il va notamment, effectivement, découvrir que son grand-père était milicien. Et quand il trouve le journal de son grand-père, le milicien, il y a le milicien qui entend Tosca cette nuit-là chanter. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de cette photo un peu floue de cet inconnu. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque ça fait quand même 30 ans, aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on peut avoir, avec peut-être l'intelligence artificielle, je ne sais pas, mais est-ce que tu as eu une envie de publier ce portrait-là dans le livre? Est-ce qu'il a été question, peut-être à un moment donné, dans une réflexion, de se dire, finalement, est-ce que la quête est encore possible? On en a parlé avec Emmanuel Colas, hein, bien entendu, et on a décidé d'un commun accord qu'on ne mettrait aucune image, aucun portrait, enfin aucune. J'ai la photo des 7 corps, et pas celle de l'inconnu non plus, parce que justement, euh, La tombe est fermée, il a un nom. Dans mon roman, il s'appelle Ange, Angelotti. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles il s'appelle comme ça. Et, euh, et ça n'est pas un documentaire. Donc, j'ai pas eu envie, et elle non plus, de nous emmener sur une autre piste. Pourquoi? Parce que dans ce roman, j'ai voulu aussi qu'on voit la fraternité, qu'est-ce qui se passe dans un huis clos avec des hommes qui savent qu'ils vont mourir le lendemain, parler de tout cela. Et parce que je voulais parler de tout cela et que j'avais pas envie qu'on reparte uniquement sur la quête de l'inconnu. Quelque part, pour moi, c'est comme si la quête était terminée. Et je le comprends. Alors justement, je rebondis sur ce huis clos parce que il y a des passages extrêmement poignants. Et c'est vrai que leur relation, elle évolue petit à petit. Au début, ils sont pas forcément, ils s'entendent pas forcément ensemble. Alors, je crois que Muriel n'est plus là. Si, j'ai l'impression qu'elle a quitté. Non? Voilà. Excuse-moi, il y a eu une coupure. C'est Vous bon. m'entendez à nouveau? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. Euh, J'ai pas entendu ce que tu disais. D'un seul coup, on a été coupé. Oui, je te disais par rapport à ce huis clos-là, c'est vrai que leur relation, elle évolue petit à petit, que ce soit entre Petit Louis et Ange, mais aussi avec les autres. Au début, on a dans notre imaginaire une idée que ces hommes-là qui ont le même destin, qui sont juifs pour la plupart, excepté les deux résistants, mais on pense qu'ils vont se serrer les coudes, clairement. Et finalement, au début, pas tant que ça. C'est ça qui est aussi très intéressant. Comment tu as tissé cette matière-là c'est pas si évident de combler un vide quand on ne sait pas. Donc j'aimerais que peut-être que tu nous expliques aussi toutes tes recherches par rapport aux héritiers que tu as pu contacter. Quelle matière tu en as tiré finalement? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme matière? Est-ce que tu veux que je lise un extrait, le Allez, début on allez, arrive dans la. Je te réponds après sur comment. ça marche. Peut-être pour qu'on rentre. Ça vous Bien. convient? Ouais, Ouais. très bien. 5 mètres de long sur 90 centimètres de large.
Oui, c'est bien cela. La cellule fait moins d'1 mètre de large, il en est sûr. C'est qu'il a le coup d'œil pour mesurer les coupons de tissu sans même utiliser de règles. Son patron vante souvent devant les autres coupeurs cette précision infaillible. Avec lui, jamais de gâchis, et ça tombe juste. Dès qu'ils l'ont jeté à l'intérieur, il a machinalement mesuré l'espace. C'est un réduit à ras, un placard pour ranger les balais. Le plafond est en sous-pente. L'atmosphère chargée de poussière prend à la gorge. Sur le mur, en face de la porte, un soupirail grillagé distille une faible lueur. Il s'en approche, testant d'un geste machinal la solidité des barreaux. La lucarne surplombe manifestement la guérite d'entrée gardée par un homme armé d'une mitraillette. Elle ne laisse filtrer ni air, ni soleil. Inutile, j'ai déjà essayé, ils sont solides, dit une voix dans l'ombre. Aimanté par la fenêtre, il n'avait pas remarqué un homme assis dans le coin le plus sombre. Sans répondre, il se jette lourdement sur le sol, étourdi par ce qui lui arrive. Il n'a opposé aucune résistance lorsque les miliciens qui venaient de l'interpeller dans son atelier l'ont enfourné dans leur traction avant noire. Les portières ont claqué, la voiture a bondi dans les rues de Lyon, de la Croix-Rousse à la Presqu'île. Peu de kilomètres, pourtant des années-lumière. Il a pensé absurdement à sa gamelle restée sur le coin de sa table de travail parce que c'était bientôt l'heure de la pause déjeuner. Il a lu l'effroi dans les yeux des filles. Mais lui, est-ce qu'il a ressenti la peur? Il ne le sait même pas. Espèce de sale juif, tu vas la cracher cette adresse, tu verras. Derrière les éructations et menaces des miliciens venus le chercher, il entendait les hurlements de Scarpia rudoyant le sacristain épouvanté. La tête lui tourne. Et maintenant, est-ce qu'il a peur? Passé le porche et sa lourde porte en bois clouté, ils l'ont conduit dans une cour de récréation plantée de platanes. Des immeubles donnent sur cette cour. Il a levé la tête pour tenter d'apercevoir quelques riverains, ne serait-ce qu'un regard ami. Les voisins ont une vue plongeante sur les prisonniers de la milice qui vont vider leurs seaux hygiéniques, mais pas un signe derrière les rideaux. Un milicien lui a désigné du menton un homme dans la cour, un homme au visage curieusement triangulaire. Tu vois là-bas, lui, c'est Gonnet, spécialiste pour faire parler même les plus taiseux, un professionnel. Puis ils lui ont brutalement fait faire demi-tour avant de grimper au pas de charge l'escalier en bois pour le conduire sans ménagement dans ce placard. Il n'a pas croisé le regard du spécialiste. Il se dit que ça viendra bien assez tôt. Et effectivement, dans cette cellule, quand il arrive, il y a déjà quelqu'un. Et ce quelqu'un, lui, est déjà passé entre les mains de Gonnet. Mais au début, quand ils se trouvent les deux tout seuls, ils ne cèdent pas, simplement parce que dans ces moments-là, on sait qu'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des moutons, c'est-à-dire des traîtres que la milice a mis exprès là pour faire parler, pour faire copain-copain, puis ensuite tirer des informations. Donc, Ange et Petit Louis, puisque c'est Petit Louis qui est déjà là, au début, ils ne se parlent même pas. Et puis, à un moment donné, Petit Louis est sorti de la cellule et quand il revient, il est passé par les mains de Gonnet. Et c'est à ce moment-là que quelque chose va changer entre eux. Alors, tu m'as posé la question de savoir d'où ça venait. Alors, bien sûr que je me suis beaucoup inspirée de... J'ai passé beaucoup d'heures avec Petit Louis. Louis Goudard, toute sa vie, il a continué à voir ce jeune homme, cet inconnu, comme un frère. C'est devenu un frère pour lui. Donc, il avait aussi des souvenirs de cette cellule. Il n'aimait pas tellement en parler, mais finalement, progressivement, on en a parlé. Par exemple, c'est lui et Maurice Abélard qui m'ont raconté qu'au début, on ne se parle pas. Après, moi, je pars d'une confidence, d'une information, et je les fais dialoguer, je les fais s'apprivoiser. Je sais simplement que dans la vraie histoire, c'est quand Petit Louis est revenu complètement passé à tabac par Gonnet que Ange a fini par s'approcher de lui et l'aider à s'adosser au mur et qu'ils ont commencé à se soutenir. Donc c'est pour ça que j'ai fait monter toute cette scène comme ça. Et puis, c'est pas parce qu'ils se retrouvent tous dans ce même endroit avec le même destin que l'alliance se construit tout de suite. Parce que, par exemple, Émile Zessich, dont j'ai parlé tout à l'heure, le commerçant, quand il arrive au début, il se dit qu'il y a une erreur. Il pense que que peut-être ceux qui sont là ont fait du marché noir, ont trafiqué, ont fait quelque chose d'illégal. Mais lui, l'homme qui dirige le patronage laïque de Tassin, lui, c'est pas possible. Tassin, c'est une banlieue de Lyon, pardon.
c'est pas possible. D'ailleurs, je me trompe, excusez-moi, il est pas à Tassin, il est à Sainte-Foy. Euh, eh bien, il se dit ça et au début, il agace tout le monde. Mais nous aussi, on n'a rien fait, on est là. Donc, ça devient pas tout de suite. Et c'est progressivement que se tisse la solidarité, la fraternité, la, l'alliance des uns avec les autres. C'est aussi toutes ces choses-là que j'ai voulu renouer. Par exemple, Maurice Abélard, lui, c'est pas l'inconnu qui l'avait le plus marqué dans sa vie. C'était un autre qui s'appelle Léo Glaser. C'est l'un des 7 juifs, c'est le seul qui était un résistant engagé, un des fondateurs d'un comité de défense juive qui s'appelle le comité AMLO, un homme qui avait pris énormément de risques, qui avait échappé des dizaines de fois à l'arrestation. Et Léo Glaser était un des plus âgés de la cellule et Maurice Abélard, qui n'a jamais connu son père, a eu une relation pendant cette nuit-là très forte avec lui. C'est un homme, c'est un avocat, c'est un de ceux qui a un peu mis de l'harmonie entre tous. Et il lui avait demandé, au moment où, sans finir sa phrase, vous voudrez bien me donner la main? Et Léo avait dit oui. Alors Maurice a été sorti de la cellule avant. Mais ces alliances, ces relations, c'est pas tout de suite. Voilà. Gonnet, on précise qu'il est le numéro 2 de Paul Touvier et il s'est fait chipper la place par Paul Touvier. Voilà. Oui, oui, oui. Et qui Monsieur le défend. préposé, spécialiste des tortures Voilà. qu'on a présenté tout de suite à l'inconnu quand il est arrivé. C'est ça. Justement, je rebondis sur Émile parce qu'il y a aussi quelque chose que tu développes de manière sous-jacente, c'est cette dualité entre être français et être juif. Ça, j'ai trouvé ça aussi extrêmement intéressant parce que ça a une résonance forcément aujourd'hui. Aussi, cet ouvrage, il est fabuleux parce que, en effet, ça se passe il y a 80 ans, mais on a l'impression que peu de choses ont changé finalement. Alors évidemment, il n'y a pas de rafle aujourd'hui en France, mais l'état d'esprit est toujours le même. Il y a des statistiques qui font peur aujourd'hui, clairement. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur Émile, c'est vrai qu'il développe cette obsession en se disant, mais je suis français, il ne pourra jamais rien m'arriver. Finalement, se considérer comme être français et le respect des lois aussi, parce qu'il respecte énormément les Bien lois. sûr, bien sûr. Mm. Sa femme lui dit tout simplement ne va pas te déclarer en tant que juif. Elle sent un petit peu plus les choses que lui. Lui considère que la loi est au-delà et qu'il ne peut pas y déroger. Il n'y a jamais dérogé dans toute sa vie. Euh, Mm. et c'est ça qui est important aussi, je trouve, dans cet ouvrage-là, c'est de montrer à quel point il y a une certaine dualité entre ceux qui pensent être français, ceux qui pensent être juifs, ceux qui pensent être les deux. Il y a aussi tout ce cheminement que tu mets en place. Bah, c'est-à-dire qu'on on peut être tout à fait juif et totalement français, bien entendu. Et alors, dans les 7 qui ont été raflés, il y en a pour lesquels ça n'existe que par leur historique, leur histoire familiale. Il y en a un seul qui était vraiment religieux là-dedans. C'était Siegfried Prock. Mais chacun d'entre eux se positionne. En fait, c'est d'une absurdité totale d'être rassemblés à cause de leur origine. Alors, il y en a 2 qui étaient encore étrangers, mais les autres, c'était pratiquement tous des Français. Alors, Émile Zesich, lui, euh, il est le prototype de ceux qui, depuis des générations, ne comprennent même pas qu'est-ce qu'on vient les chercher. Lui, il a fait la guerre de 14. Lui, il est du patronage laïque. Lui, il a un commerçant respecté. De quoi lui parle-t-on, bien entendu? Mais il y en a quand même tellement qui se sont trouvés dans la même situation que lui. Bien entendu. Comme si aujourd'hui, il fallait qu'on soit identifié par une origine. Hein. Son origine, ça n'a pas de sens. Et Donc, tu, bien sûr que c'est quelque chose d'actualité, je suis d'accord avec toi. et tu vas même encore plus loin, puisqu'il y a un passage, page 27, donc je ne dévoile rien non plus, c'est au début du livre, où ce n'est pas simplement le fait d'être juif qui les rassemble, ça se lit par exemple, ça se déplie tout simplement à une question de prépuce. Et ce passage-là, il est terrible, et je vais le lire. Je regarde mes compagnons, un à un, presque tendrement. Nous sommes si différents. Juste un point commun, ce petit morceau de prépuce qu'on nous a coupé enfant. Et ce lambeau de peau en moins nous désigne comme frères, nous marque au fer rouge, nous destine à être rayés de la carte. Si nous descendons un jour de cette camionnette, maman, que vont-ils faire de nous? Tu étais si heureuse de m'écouter répéter Don Giovanni.
Il est terrible ce passage. Mm. Bah, c'est ça, en fait. Euh, c'est, qu'est-ce qu'il y a de plus absurde euh, que de vouloir les mettre, vous voyez, ces étiquettes. Alors moi, en plus, l'assignation à l'identité, c'est quelque chose que j'abomine de toute façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors, on est effectivement dans un monde aujourd'hui où tout le monde a porté une étiquette sur le front, et quelle qu'elle soit, d'où tu viens, où tu es né, où sont nés. Enfin, voilà, j'ai apporté une étiquette. Ça veut dire quoi Moi, ça me révolte. Enfin, voilà. Donc, on a tous des multiples identités. Et là, pour eux, ben, ce qui les a rassemblés, c'était quoi? C'était juste ça, quoi. Ils étaient tous circoncis. Super. C'est aussi un roman extrêmement fort sur la puissance des lieux. Il y a des moments qui font froid dans le dos, notamment ce placard qui existe encore, qui Mmh. contient encore des produits d'entretien. Cet ex-bureau de Paul Touvier où quelqu'un, je ne sais plus qui y siège, mais comment on peut expliquer aussi que les lieux ont perdu de leur histoire, ont perdu de leur... comment on peut siéger encore dans un bureau où Paul Touvier a décidé d'envoyer des Juifs se faire tuer. Les lieux où la milice s'est installée, c'était les locaux du lycée Saint-Marc. Je crois qu'il s'appelait déjà Saint-Marc à l'époque. Ensuite, quand après la guerre, on a quand même tout fait pour gommer ce qui s'était passé, la responsabilité française dans cette histoire, Amnesty et compagnie. Donc, par exemple, Lyon, capitale de la résistance, tout le monde connaît ça. Oui, Lyon, capitale de la résistance, bien entendu. Mais Lyon, bourré de collabos et de miliciens, ça met du temps quand même à en parler. Je vais vous donner un exemple. Dans ces locaux, il y a une femme, Marguerite Flavien, grande résistante, qui était la chef de Petit Louis, qui a été arrêtée. Et pour ne pas parler sous la torture, Marguerite, qui était une femme exceptionnelle à bien des égards, s'est jetée par la fenêtre. Euh, et quand moi, je commence à enquêter sur cette histoire, évidemment, je retourne sur les lieux. Alors, au coin de. En fait, aujourd'hui, vous avez une partie qui est de nouveau ce lycée privé, le lycée Saint-Marc, et une partie qui est le collège Jean Monnet, le collège public Jean Monnet de Lyon. Le placard à balai, le placard où étaient les 7, il est dans le collège Jean Monnet. Mais quand je reviens voir, je vois une plaque à la mémoire de Marguerite Flavien. Eh bien, cette plaque, elle disait à la mémoire de Marguerite Flavien, assassinée par les nazis. Voilà. Alors bon, depuis, des gens se sont mobilisés. Il y a une plaque qui raconte la vraie histoire, et on a d'ailleurs gardé l'autre pour bien montrer que l'histoire ne doit pas être effacée. Mais je ne sais pas si je réponds correctement à ce que tu dis là. Je pense qu'il y a beaucoup bah, oui, en fait, on n'a pas cherché, on n'a pas tout, enfin, on a gentiment laissé aussi s'endormir cette partie de l'histoire. Quand on va au collège Jean Monnet, aujourd'hui, le principal de ce collège, ou la principale, que je ne connais pas maintenant, est dans le bureau où était Paul Touvier. Et quand vous allez dans la salle des professeurs, peut-être que c'est moi qui fantasme, c'est possible. Il y a deux, trois vieux meubles. De quand date-t-il? Je n'en sais rien, mais quand je sais que à l'étage, il y avait plusieurs aujourd'hui salles de classe, qui servaient à entreposer les butins de la milice, puisque la milice passait son temps à aller rafler des meubles, des bijoux, enfin, tout ce qui de la vaisselle chez les juifs qui étaient. Voilà. Je me dis, mais d'où viennent ces vieux meubles? Peut-être que je dis n'importe quoi. Simplement, la première fois que je suis venue dans ce collège, me dire que quand je rentrais dans les salles de classe, moi, je savais que c'était là où Maurice Abélard et les autres résistants avaient été mis à un moment, que c'est là où Gonnet torturait. C'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai que c'est étrange. Alors, il y a des gens qui ont essayé de travailler sur la mémoire. Par exemple, il y a une professeure qui a organisé le jour de la journée porte ouverte de ce collège, il y a des élèves qui ont joué, enfin joué, vous comprenez ce que je veux dire, qui ont mis en scène l'affaire des 7 de Rieux. C'était très émouvant. Mais oui, c'est quand même. Moi, j'interroge toujours les murs. Moi, j'aime poser des questions aux murs. Et là, les murs, ils parlent peu. En effet. Il parle peu et je trouve qu'il y a une phrase aussi qui dit bien aussi l'odeur. Je trouve que ce roman, il est aussi beaucoup fait de manière olfactive parce qu'on sent l'odeur de la mort, comme tu le dis. C'est Ange qui parle, un mélange de gasoil, de sueur et d'urine, des habits chiffonnés, un menton mal rasé, la peau qui démange et les pieds qui puent. Quelle fin misérable.
Je relève la tête, je regarde mes compagnons un à un, presque tendrement. Nous sommes si différents. Et là, Mm. le début de la citation que j'ai citée tout à l'heure, mais il y a quand même des passages qui disent beaucoup de choses. Comment tu en arrives à sentir cette odeur-là? Comment tu arrives à la décrire? Est-ce que ce sont aussi les témoignages? Comment on décrit les héritiers et Petit Louis cette odeur-là? Parce que c'est très difficile des années après, par rapport à ces témoignages, de se rappeler de l'odeur. Mais finalement, cette odeur-là, quand on est enfermé dans un placard de 5 mètres carrés, forcément, on s'en souvient peut-être beaucoup plus. Alors, petit Louis m'avait surtout parlé de la poussière, pas tellement de l'odeur. Mais en fait, j'ai quand même passé tellement de temps moi-même dans ce placard, si vous voyez ce que je veux dire, que je me suis beaucoup mise à leur place. Bon, c'est le métier d'écrivain, de toute façon, de se mettre à la place d'eux. Donc, et j'ai simplement imaginé ce que pouvait donner un mois de juin où il faisait une chaleur épouvantable, d'être cet homme comme ça, là, enfermé. Parce que euh, il- quelques-uns ont été là 3 jours. Ange et Petit Louis sont restés 3 jours. Les autres bon, sont arrivés le 28 juin. Et finalement, voilà, je me suis représentée. Et puis, je pense que euh, le corps est misérable dans ce moment-là. Le corps est misérable et donc les odeurs, ça fait partie de ces choses où on essaye de vous enlever aussi votre dignité humaine. Donc, peut-être que je me suis juste euh, imaginée fortement. On a parlé tout à l'heure du livre qui était séparé en deux parties. En réalité, il est séparé en différentes parties, notamment en trois actes qui symbolisent Tosca de Puccini, avec des citations constamment au cœur du livre, des citations de l'opéra. Est-ce que tu es une spécialiste d'ailleurs d'opéra? Est-ce que tu aimes l'opéra? Parce que c'est aussi important, ou au contraire, c'est simplement alors je vais pas dire cette légende, puisque ce n'est pas une légende, mais le fait que cet inconnu ait chanté cet opéra-là, qui a, euh, qui a mis cet opéra au cœur du roman finalement, d'une manière aussi importante. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste d'opéra. Je connais vraiment rien à l'opéra. Et j'ai découvert l'opéra par Tosca. Ce qui m'a frappé tellement, tellement, c'est que quand il y a 30 ans, donc j'entends parler de cette ère euh, d'opéra, déjà, euh, Petit Louis m'a certifié, bien sûr, qu'il a chanté en français. Chanter en français des airs d'opéra, notamment celui-là, il est en italien, bien sûr, au départ, c'est pas si courant aujourd'hui, personne n'écoute aujourd'hui en français Tosca. Mais à l'époque, renseignement pris, c'était assez populaire, hein, en fait. Donc voilà, parce que je me disais, est-ce que finalement ça dit quelque chose de cet inconnu, le fait qu'il chante l'opéra? Pas du tout. Et puis du coup, j'ai regardé, enfin, je suis allée voir, lire simplement ce que c'était que Tosca. Et là, j'ai été stupéfaite. Parce que, bon, sans y passer trop de temps, il faut quand même que je vous dise en 2 mots de quoi parle l'opéra de Puccini. Euh, L'opéra de Puccini se passe une nuit de juin 1800 à Rome. Un affreux chef de la police de Rome, horrible, qui s'appelle Scarpia, qui est, mais le prototype, c'est Paul Touvier. Enfin, je vais pas vous faire toutes les correspondances, mais essaye de retrouver un fugitif. Ce fugitif, c'était un opposant politique qui s'appelle Angelotti, et qui vient de s'évader de prison. Et cet Angelotti va se réfugier dans une église où travaille un artiste peintre, Mario Cavaradossi. Et Mario, qui a des opinions républicaines, cache cet Angelotti. Là-dessus, Scarpia fait arrêter Mario Cavaradossi parce qu'il devine que lui sait où est caché le fameux fugitif. Et il l'emmène avec son amoureuse qui s'appelle Flora Tosca. Et cette Flora Tosca, elle sait elle aussi où est caché Angelotti. Euh, Scarpia, lui, en plus, il a des vues sur cette femme et il fait torturer Cavaradossi sous les yeux de Flora pour la faire craquer, pour la faire parler. Enfin, quand je commence déjà rien que ce que je vous ai dit là, on voit, enfin, pour moi, c'était tellement, voilà. Et Flora va finir par trahir. Elle
trahit la cachette de Ange, qui du coup, lui, pour leur échapper à Scarpia et ses sbires, se suicide. Et puis ensuite, Scarpia lui dit à Flora, veut qu'elle se donne à lui. Elle veut sauver son amant. Et il lui dit, écoute, je te donne des laissés-conduits. Il signe des laissés-conduits, pardon, des laissés-passer, excusez-moi, des sauf-conduits. Et il lui dit, on va faire une fausse exécution. Et Cavaradossi, il y aura des balles à blanc. Elle récupère les sauf-conduits, elle poignarde Scarpia, elle va retrouver son amant pour lui dire, t'inquiète pas, il y aura des balles à blanc. Mais juste avant, lui, il pense qu'il va être assassiné et fusillé, et il chante cette air de celui qui va mourir à l'aube, qui dit l'heure est enfuie et c'est mon dernier jour, je meurs désespéré, je n'ai jamais autant aimé la vie, etc. Et puis, fin de l'opéra, en fait, Scarpia était vraiment une ordure jusqu'au bout et il n'y avait pas de balle à blanc. Cavaradossi est vraiment fusillé et Flora se suicide sur le corps de Cavaradossi. Quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, mais c'est hallucinant à quel point on est tellement en proximité avec tout ce qui se passe, avec la milice, avec la torture, avec trahir, ne pas trahir, fusiller, voilà. Et donc, je me suis dit que en racontant ce roman, cette histoire, j'allais repartir des différentes parties de l'opéra, d'autant qu'il y en a une qui s'appelle Secrète Harmonie, et c'est le moment où je raconte dans le livre la relation entre Petit Louis et Ange. Et puis surtout, j'allais finalement donner à mon inconnu le nom d'un personnage de ce roman, de cet opéra, et je suis absolument sûre qu'il n'aurait pas osé prendre Cavaradossi, pas osé prendre Mario. Voilà, donc que lui, c'était... Il y a eu une coupure. Non? Est-ce que vous voyez Muriel encore ou pas? Je crois pas. Muriel, est-ce que tu m'entends? Tu es dans le noir, c'est inquiétant. J'ai l'impression qu'il y a une coupure d'électricité. Décidément, on ne sera pas épargné ce soir. Muriel, Muriel. Bon, en attendant, je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire l'Inkipit. Comme ça vous fera patienter un petit peu. Et donc là, le l'Inkipit, c'est Émile Z, dont on a parlé tout à l'heure en attendant que Muriel revienne. Les coups de feu claquent dans le dos du jeune homme, sec et bref. Roger n'a que le temps de prendre ses jambes à son cou. Il ouvre à toute volée la porte de l'arrière-boutique et dévale la rue principale. Les quatre hommes qui viennent de surgir dans la cour, l'arme au poing, ne tentent même pas de le poursuivre. Ils ne sont pas venus pour lui, mais pour son oncle. Les voilà qui gravissent l'escalier du premier étage, non sans avoir fait main basse sur le tiroir-caisse de la bonnetterie, et font irruption dans la salle à manger où Émile et Julienne, sa femme, s'apprêtent à dîner. L'employé de maison pousse un cri de frayeur et laisse échapper le saladier qu'elle portait. Émile se dresse d'un bond, furieux, lui qui adore tant la manière dont Marie parvient à accommoder les lentilles. Maintenant, le repas est gâché. Mais que lui veulent donc ces voyous? Il n'a pas le temps de leur poser la question que déjà surgit dans la pièce une équipe de la gendarmerie. Ils ont été prévenus par les voisins que la pétarade a alerté. Un sourire satisfait fleurit sur le visage rouge d'Émile. Tout va rentrer dans l'ordre. La maréchaussée est là pour le protéger, lui, le digne notable de Sainte-Foy-les-Lyons. Émile a toujours eu une confiance inébranlable dans la loi et la justice républicaine de son pays. À sa grande stupéfaction, les gendarmes stoppent net leur élan en découvrant qui sont les quatre visiteurs. Leur chef serre même la main de l'un et dit d'un ton embarrassé: Désolé, Jean, on n'avait pas compris que c'était vous. Puis, sans jeter un regard au couple de commerçants, il tourne les talons. Les hommes armés ont le champ libre. Ce sont tes copains qui viennent d'assassiner Philippe, crie le dénommé Jean. Émile est abasourdi, il ne comprend rien à ce qui se déroule sous ses yeux. Qui est ce Jean qui le menace et qui est Philippe? L'homme pousse alors le canon de son arme dans le dos d'Émile. Allez, le petit juif, suis-nous sans faire d'histoire maintenant. Émile s'empourpre un peu plus. Mais je suis aussi français que vous, monsieur. Je suis même un ancien poilu. Moi, je m'appelle Renaudon, braille l'homme. Et toi, ton nom, il n'est pas d'ici. Julienne tremble comme une feuille, mais elle se précipite sur la gabardine de son mari, jetée sur une chaise, et la lui tend. Inutile, ricane Jean Renaudon. Là où il va, il n'en aura pas besoin. Alors, je m'arrête là. C'est l'Inkipit donc, et c'est un premier portrait d'un des sept protagonistes, Émile,
Z, puisqu'ils ont des initiales comme lorsqu'on les a retrouvés morts. Et Muriel a dû revenir de ce qu'on Ah, bah oui, alors excusez-moi, il y a eu une coupure de courant, hein, on a vu. On a je vu, mais suis dans la campagne et donc là, je viens de m'en sortir avec le partage de connexion. Donc j'espère il ne va pas nous lâcher en route, excusez-moi. c'est bon. Et en attendant, j'ai lu Linky Pit. Voilà, donc je ne sais pas si tu avais choisi cet extrait-là en deuxième extrait, mais du coup, je l'ai lu. Non, deuxième extrait, j'avais choisi bah, le passage avec le ciel luisé d'étoiles. Ok, parfait. Alors, je ne sais plus où on s'en était arrêté, mais je vais rebondir. Je sais plus du tout, mais j'aimerais qu'on rebondisse sur le fait que, vu que tu as dialogué avec les descendants de ces hommes, est-ce que certains ont lu le livre? Est-ce que certains t'ont déjà fait des remarques par rapport à cela? Est-ce que ça les a émus de voir le passé, leur passé en réalité, le passé de leurs aïeux? Alors écoute, le livre est sorti vendredi dernier. Et je ne sais pas, je ne sais rien. En fait, j'ai volontairement, autant je les ai beaucoup fréquentés quand j'étais, j'allais dire, en mode journalistique sur cette histoire. Autant là, pour écrire le roman, je n'ai pas repris contact avec les héritiers, d'abord, il y en a beaucoup aussi qui sont décédés. Et puis, je voulais avoir la liberté romanesque de partir de ce que je savais de Louis Kristofsky, de Maurice Schusselmann, enfin de tous, de Benzimra, de Claude, etc. Et donc, je ne les ai pas recontactés. J'attends de savoir voilà, comment ils vont réagir. Bien, j'espère. On n'en doute pas. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Muriel. Euh, Bonsoir Sandra. oui, bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez abandonné quelques projets autour de Tosca, euh, mais que Bruno vous a finalement soufflé à l'oreille que c'était de cette manière-là, à travers ce roman, que vous pouviez aboutir et aller au bout de cette histoire. Mais est-ce que finalement, après avoir écrit ce roman, être arrivé peut-être au Oh. bout de l'histoire, est-ce que finalement vous ne reviendriez pas sur ces projets échoués, abandonnés, notamment films, documentaires, fiction, Alors, voilà. Ah. ce dont je suis sûre, c'est que tout ce qui est du domaine maintenant pour moi, documentaire et journalistique, je n'y reviendrai pas. Parce que pour moi, il est vraiment vivant comme ça. Et tout ce qui peut être prolongement, par exemple, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que ça serait formidable sur les planches, en pièce de théâtre, à ce huis clos. Et là, moi, je dis oui, d'accord, allez-y, allons-y. Si quelqu'un me dit que c'est cinématographique de manière fictionnelle, je dis oui, allons-y, enfin, tout ce que vous voulez, mais rien de, de, de documentaire, parce que je veux garder ma liberté d'écrivaine d'avoir aussi imaginé des choses. Voilà. Donc, je ne reprendrai pas les projets. Et puis, il y a eu une période de ma vie où j'étais documentariste. J'ai toujours trouvé que l'image animée est aussi quelque chose de passionnant, mais quand au bout d'un certain nombre de temps, alors que vous avez un formidable producteur, que le projet tient la route et que les chaînes de télévision répondent oh, mais on a beaucoup fait sur la période, j'ai pas envie de me battre avec des gens qui sont capables de vous répondre ça. Voilà. Donc, euh, avec la fiction, je pense qu'on est au cœur de quelque chose qui, pour moi, est totalement d'actualité. Et c'est ce que j'espère. J'aimerais qu'on parle de la nuit, parce que la nuit a véritablement un impact aussi dans ce roman. Tu écris la nuit est le royaume privé de chacun. Et c'est vrai qu'il y a certains chapitres qui se terminent par nuit d'encre et de sang. J'aimerais que tu développes quelque chose autour de cette nuit. Alors, le fait historique se déroule évidemment lors de cette nuit-là terrible, mais la couverture d'ailleurs aussi est évidemment assortie à cette nuit-là.
mais qu'est-ce qui te fascine tant aussi dans cette période de la journée? Est-ce que pour toi aussi, la nuit est le royaume privé de chacun? Alors oui, je me suis posé cette question, Anthony, aussi. Je me suis dit, mais euh, pourquoi comme ça? Bon, parce que pour moi, la nuit, c'est un moment puissant, angoissant, un moment de vérité intérieure. Euh, et, et assez récemment, j'ai réalisé quelque chose de tout bête. J'étais en rencontre avec des plus jeunes et je parlais de mon roman de ceux qui ont dit non, de la collection Ceux qui ont dit non, qui s'appelle Victor Hugo, non à la peine de mort. Et pour leur raconter pourquoi j'ai écrit ce roman, et je leur reparle de quand j'avais leur âge, parce que j'étais en face à peu près de quatrième, cinquième ou quatrième, et je leur reparle du choc quand j'ai lu Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et là, en m'entendant, je me suis dit, mais évidemment, évidemment. Je ne dis pas que tout part toujours d'un livre, mais je suis convaincue que ces petites graines qui sont semées quand on est dans nos lectures d'enfance et d'adolescence, elles germent plus tard. Et, le choc du dernier jour d'un condamné, c'était déjà d'être dans la tête d'un homme qui va mourir le lendemain et tout ce qui se passe dans sa tête. Et, et en même temps, Victor Hugo a ce génie de ne pas nous dire pourquoi il va mourir et pourquoi il passe à cette barbarie de la guillotine. Donc, tu vois, dès ce moment-là, j'étais déjà là-dedans. Et je crois que ça ne me quitte pas. Ça, donc, je le retrouve quand j'écris Tosca. Au moment où je l'écris, je n'y ai pas pensé. Mais en réalité, euh, c'est cette heure de vérité, la nuit. Peut-être même comme les enfants qui se demandent si le soleil va revenir, finalement, hein. Je ne sais pas. L'autrice jeunesse est là aussi. Peut-être. Il y a des passages également parce qu'il y a aussi des citations assez fortes de trois auteurs, notamment, je pense à Heinrich Heine, Machiavel, bien sûr, et Friedrich von Schiller. Trois citations que tu insères au cœur du livre. J'aimerais que tu nous racontes Ah. peut-être tu nous entends là? C'est bon? Oui, 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 mais c'est juste qu'il y a, excusez-moi, depuis la coupure, il faut que je fasse ça. Oui, Ça y est. j'aimerais que tu nous parles de ces citations. Est-ce que véritablement tu les as, comment dire, tu les as trouvées à propos par rapport à ce moment du roman? Comment elles sont intervenues? Parce qu'elles sont extrêmement puissantes. On a l'impression que ce sont des maximes qu'on pourrait citer quasiment chaque jour. Tu développes ça autour de cette question de la littérature allemande et tu mêles ça à Karl Marx derrière qui en effet n'est, pour le coup, puisqu'il y a beaucoup de communisme aussi dans les avis politiques de ces personnages-là, d'où est venue cette page-là en réalité, parce qu'il y a une page qui est consacrée à ces citations-là notamment, avec un dialogue particulier sur la littérature allemande. Alors, ces citations, c'est réellement ce que Léo Gleiser, qui était donc un des sept, avait en tête. Et c'est ce qu'il a écrit sur un petit bout de papier dans la nuit dans la cellule. Donc, ces citations, je ne les ai pas imaginées. Par contre, quand je les ai découvertes, je ne sais même plus par quelle archive, hein, parce que 30 ans de couches successives, je crois que c'est un de ses descendants qui les a récupérés, parce que Léo Gleiser, c'est quelqu'un sur lequel il y a quand même eu des choses écrites. C'est un homme incroyable, extraordinaire, passionnant. En tout cas, ces citations-là, je ne les ai pas inventées moi-même. Par contre, j'ai imaginé la réaction de Petit Louis. Parce que Petit Louis, ce jeune gars un peu hâbleur, qui, faisant le coup de poing, prenant des risques, résistant, communiste, issu du monde ouvrier, etc. Et je me suis imaginé, j'ai bien compris que face à Léo Gleiser, il pouvait avoir il avait été impressionné. Et voilà, donc j'ai imaginé ce moment aussi où ça avait dû l'agacer profondément, ces citations en allemand. Tout ça. Donc, comment je parle, je tire un fil au début et après la scène, elle est sortie de ma tête. Le courage de chacun s'accroît dans le torrent de la foule. Friedrich von Schiller. C'est inimaginable, on n'arrive même pas à le croire que c'est souvent les éléments qui paraissent les plus invraisemblables qui sont les vrais éléments dans cette histoire. Parce que c'est incroyable, moi je trouve, d'avoir cette citation qui vous arrive à l'endroit où il se trouvait. Oui, et puis que ce soit ces citations-là ou tout simplement
de chanter un air d'opéra à ce moment-là précis de leur fin en réalité, Mm. ça paraît assez fou. Ça montre aussi Mm. leur culture, mais aussi leur manière, comme tu l'as dit tout à l'heure, de vivre, de tenter de vivre jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Et puis de garder, je pense que chacun d'entre eux, c'est le moment de l'introspection aussi, c'est ce moment où on se dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce qui est important dans ma vie. Par exemple, Léo a échappé plein de fois à l'arrestation grâce à l'aide de Français Anonymes. Il en a parlé à Maurice Abélard cette nuit-là. Et moi, je trouve ça mais tellement incroyable, encore une fois. Enfin, chaque bribe, ben, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher en eux, les uns et les autres? Euh, Pourquoi Petit Louis a dessiné ce portrait de femme? Parce que ça, c'est vrai aussi, je l'ai vu, ce portrait. Et ce portrait, il l'a donné, il l'a griffonné sur un bout de papier avec un bout de crayon. On ne sait pas qui elle est. Et il l'a donné à Maurice, hein. Et Maurice me l'a montré. Et en même temps, c'est tellement touchant d'imaginer à l'âge qu'avaient ces messieurs, bah, ils ont gardé ces petits bouts de papier, ces petites choses. Enfin. D'ailleurs, tout à l'heure, tu en as parlé, mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi Paul Touvier a épargné Petit Louis? Est-ce qu'il y a une... Alors, Oui, excepté qu'il n'était pas juif, certes, pas et accepté, parce qu'il n'était pas juif, et pourtant parce il que était Paul Touvier. détenu dans la même cellule, enfin dans le même placard. C'est ça qui est fou. Mais oui, mais parce que Paul Touvier est un antisémite profond, total, comme les miliciens l'étaient et comme tellement de gens le sont, malheureusement. Et donc Paul Touvier a décidé de ne tuer que des juifs. La consigne donnée à ces hommes, c'était de rafler des juifs et qu'on allait fusiller des juifs en représailles. Et donc il a vu Petit Louis et Louis Boudard n'était pas juif, il l'a épargné pour ça. Ben, ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pu être condamné pour crime contre l'humanité, hein. Bien sûr. Euh, c'est chez Soz-là, enfin, euh, évidemment, lui, il a essayé, bon, il avait une défense, il était tellement miteux pendant son procès, mais il a essayé de dire que, soi-disant, on lui avait demandé d'en tuer bien plus et qu'en fait, il n'en avait choisi que 7. Enfin, c'était embourbé là-dedans, évidemment, tout ça, c'était du pipeau. Et puis, on s'est aperçu que, même des années après, on a découvert des mâles des années 70, puis des années 80, où il tenait ses journaux. Il y avait encore des propos antisémites. Il y avait, moi je me souviens, il avait découpé par exemple un truc de Télé 7 jours où ça annonçait une émission de Anne Sinclair, une journaliste qui était très connue et qui s'occupait d'une émission qui s'appelait 7 sur 7. Il avait collé ça dans son journal et à côté, il avait mis une flèche, parce que je les ai, ces documents, et il avait mis la charcutière cachère. Enfin, des insultes antisémites. Des années et des années après. Cet homme-là, c'est ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Alors, comme beaucoup d'autres, et j'aimerais qu'on parle justement, étant donné qu'il y a certains sondages qui sont sortis récemment, il y a à peu près une semaine, où on sait que un tiers des jeunes ne connaissent pas le terme de solution finale, ni la rafle du Veldiv. Tu cites Emmanuel Colas à la fin du livre qui dit que la littérature est un rempart contre la barbarie. Est-ce que finalement ce livre-là n'est pas aussi fait partie de ce rempart contre la barbarie? Est-ce que ça a aussi vocation à informer les jeunes? On sait que tu es autrice jeunesse aussi. Tu as un fort lien avec la jeunesse d'aujourd'hui et depuis très longtemps aussi. Est-ce que ça a aussi une volonté d'éclairer certaines choses? Alors, oui, bien sûr que pour moi, c'est pour ça que je dis toujours que ce roman, bien qu'il se passe en 1944, pour moi, c'est un roman d'aujourd'hui, c'est un roman pour aujourd'hui et pour demain. C'est plus que jamais lutter contre l'antisémitisme et la renaissance de cette chose-là immonde par tous les moyens dont on dispose. Moi, je suis autrice, donc je dispose de ma plume. Mais tu vois, quand tu parles des jeunes, bien sûr qu'il y a les jeunes qui ignorent, mais il n'y a pas que les jeunes. C'est-à-dire que ce roman, il n'est pas fait pour la jeunesse. Il est vraiment fait pour les adultes. Et quand je vois le torrent d'ignoblissimes propos antisémites qui se déversent en permanence, je ne parle même pas des actes antisémites, je parle simplement des propos, je parle de la méconnaissance totale de ce qui s'est passé, et aussi ben, ce racisme qui est en résurgence. Vous savez bien que quand on commence par les juifs, après c'est pour les autres, hein. Donc
Donc oui, plus que jamais, j'ai l'impression que c'est un livre nécessaire, vital aujourd'hui, parce que pas seulement pour informer, pas seulement pour informer, pour se mettre à la place de, pour fabriquer de l'empathie. Parce que c'est ça la littérature. Tant qu'on ne fabriquera pas cette chose qui est de se mettre à la place de, je ne sais pas comment on peut lutter contre la résurgence des actes antisémites. Mais moi, quand quand je vois des gens qui crient mort aux juifs dans les rues, ou quand je vois des étoiles qui surgissent à nouveau, enfin, et puis tout ce que vous avez vu et qu'on voit, mais j'ai pas seulement le sang qui se glace. Je me dis, qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit assez? Qu'est-ce qu'on a... Et puis donc, qu'est-ce que je peux faire à part mettre toutes mes forces euh, pour, euh, pour essayer de faire barrage à cette abjection. Voilà. Mais le retour de l'antisémitisme, peut-être qu'il est jamais complètement disparu. Mais là, il est décomplexé, comme on dit avec les mots à la mode. Il est d'une violence incroyable. Il est oui, mais c'est voilà, c'est ce pourquoi il faut qu'on lutte, bien entendu. Et quand tu dis qu'il y a une question d'information, oui, il y a une question d'information. Euh, Quand on se retrouve évidemment avec les jeunes, ils ne savent pas, mais il n'y a pas que les jeunes qui ne savent pas et qui disent n'importe quoi là-dessus. Là, j'avoue que il y a du boulot. Alors, même si le roman est extrêmement dur, on va quand même prendre une photo de groupe. Parce que ça, c'est aussi très important pour immortaliser le moment. 3, 2, 1, c'est bon, parfait. Et Muriel, c'est parti pour une seconde lecture, un second extrait que tu vas nous lire avec ta voix si douce. Alors, ce que je vous lis là n'est peut-être pas si doux, mais J'imagine. il n'y a plus d'air, plus d'heures, de minutes, de secondes. Juste un grand trou noir, un vertige, la peur brute qui broie les entrailles. Est-il donc vrai que nous allons mourir demain? Est-il donc vrai que je ne serai plus vivant demain? Sur cet avenir sans nous. Comment se représenter l'irreprésentable? Le jour qui se lèvera et que nous ne verrons pas, les gens qui continueront à se promener dans les rues, à rire, à vivre sans nous, qui existeront encore même après notre mort, le soleil qui continuera à briller en notre absence, et le monde qui restera monde sans nous. Crasseux, ce plancher pouilleux, ces poutres de plafond emplies de toiles d'araignée et couvertes de poussière seront encore là à l'heure où nous ne serons plus. Est-il donc vrai que nous allons tous mourir à l'aube? Quand il a vu sa dernière heure venue, Mario Cavaradossi n'a demandé qu'une seule grâce, pouvoir écrire une lettre à Floria Tosca, son amante. Ange le revoit, ôtant un anneau de son doigt et soudoyant ainsi son geôlier. Je laisse au monde un être que j'adore. Pourrais-je écrire un mot à son adresse? Et lui, Ange, à qui pourrait-il écrire une dernière lettre? À sa mère, qui risque de ne jamais se remettre de sa disparition? À Madeleine, qui n'a pas supporté leur séparation? Certes, il lui fallait bien se mettre à l'abri. Paris était devenu une souricière pour les Juifs qui y vivaient encore. Certes, il lui a promis de la retrouver quand l'occupation aura cessé. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas emmenée comme elle le suppliait de le faire? À cause de sa mère ou bien à cause d'un manque d'amour? Qu'éprouve-t-il véritablement pour la petite cousette de l'atelier de Belleville? Ange la revoit, penchée sur sa machine à coudre, piquant et repiquant avec peine dans la fourrure de lapin dont elle garnissait le col et les manches des gilets. Des blousons commandés, ô ironie, par l'armée allemande à l'atelier Soulard de la rue Bisson qui n'employait que des tailleurs juifs. Ses boucles blondes retenues par un ruban azur de la couleur de ses yeux. Elle était si jeune, Madeleine. À la pause, hop, il l'enlaçait et lui faisait tourner la tête en dansant entre les machines. Valse, tango, tout y passait. Les autres étaient jalouses, peu leur importait, cette ivresse était délicieuse. Ange se sent sale, miteux. Il aimerait entrer dans la peau de Mario, même s'il se sent plutôt Angelotti. Allez, un petit effort, un peu de courage. Souviens-toi, ce qui faisait pleurer Madeleine à chaudes larmes, c'était le début de l'acte 3. Il n'avait plus le droit d'aller à l'opéra, ni l'un ni l'autre. C'est lui qui le lui chantait. Plus il y mettait d'émotion, plus elle pleurait, plus elle l'aimait. Dans la moiteur du placard, on n'entend plus que la respiration saccadée des hommes.
Ange se lève, il s'adosse à la porte et soudain se met à chanter. Le ciel luisait d'étoiles, dans la nuit sans voile, par la porte entr'ouverte, elle entrait soudain vive alerte et se pressait fidèle sur mon cœur tout plein d'elle. Un frisson parcourt le groupe. De l'autre côté du couloir, on entend le bruit de pas des miliciens qui se sont approchés. Étrangement, ils ne frappent pas sur la porte, comme ils ont l'habitude de le faire en criant silence. On dirait qu'ils écoutent. La voix d'Ange est pure et fraîche. Les prisonniers sont frappés de stupeur, étreints par la même émotion. Abélard, hypnotisé, se lève et se place debout face à Ange, comme pour mieux l'entendre. Ô doux baiser, délicieuse ivresse, grâce divine d'une maîtresse entre mes bras pâmés. Ce rêve heureux d'amour. Ange chante les yeux fermés comme pour lui-même. Où est-il parti, se demande-t-il en l'écoutant. Depuis le début, ce compagnon mystérieux l'impressionne. En plus, une voix de chanteur d'opéra si belle, c'est pas donné à tout le monde. Ange chante, et son chant coule, fleuve rebelle et sauvage. Sa voix s'élève, chaude et limpide. Elle porte en elle la douceur de l'amour et la douleur de la séparation. Elle apaise les blessures et attise l'espoir. Mais quand sa voix enfle, elle serre les âmes et fait frissonner les cœurs. Elle raconte les brûlures de l'histoire et la violence d'un pays en proie à la sauvagerie. Elle dit le combat jamais fini contre les ténèbres et la peur qui envahit chaque pore de la peau. Elle charrie le désir et la souffrance, la soif de voir triompher la vie et la révolte de devoir mourir si jeune. L'heure est enfuie et c'est mon dernier jour. Je meurs désespérée et je n'ai jamais autant aimé la vie, jamais autant la vie. Les mots déchirants qu'Ange vient de prononcer, les notes bouleversantes ont frappé les hommes d'effroi. L'opéra de Puccini est un miroir, cruel et implacable. Le chanteur se rassied, plus personne ne parle. Maintenant, chacun sait ce qui l'attend. Chacun se replie sur ses ultimes pensées. L'âme engourdie, comme déjà détachée du corps. Ce corps qui regimbe et refuse de disparaître. Merci Muriel. En effet, c'était ton choix de passage et une fois de plus, magnifique. Je pense que j'aurais pas pu choisir mieux non plus. J'aimerais justement que tu nous parles de l'avenir, entre guillemets, de Muriel Zac, romancière. Je me rappelle que quand je t'avais reçu pour Eleftheria, je t'avais posé cette question en te demandant est-ce que ça t'a donné un appétit particulier pour continuer à écrire des romans adultes? Tu m'avais répondu, il me semble que oui, clairement, que tu avais une soif folle de développer cette nouvelle casquette dans ton placard, sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Mais pour le coup, j'ai l'impression que tu vas développer, que tu as tellement à dire en réalité sur cette période-là et peut-être d'autres. Mais comment tu vas, une fois que tu as terminé, ça fait 30 ans que tu cours après ce livre-là, ou en tout cas à cette forme-là, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Une fois que tu as fermé ce tombeau, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Ah, quand je termine quelque chose, je sais jamais trop bien, tu vois. Ce dont je suis sûre, déjà, j'ai une certaine attente, anxiété de voir si en fermant cette tombe, d'autres vont attraper la main que j'ai tendue avec ce livre. Donc, je vais attendre de voir comment ça se passe. J'ai l'impression aussi que c'est une vraie continuité avec Eleftheria, puisque c'est quand même un roman qui mettait des noms et des visages sur une communauté engloutie en racontant de 40 à 44 ce qui s'est passé en Crète. Alors, je ne sais pas vers quoi je vais. Ce dont je suis sûre, c'est que oui, tu as raison, j'en ai pas fini. Je ne sais pas vers où ça va sortir. Je pense que avec Emmanuel Colas, je suis, comme tu l'as dit au début, entre de bonnes mains, dans un beau catalogue qui défend la littérature telle que je l'aime, avec les mêmes valeurs que moi, et que sans doute, oui, c'est pas terminé. Je sais qu'Eleftheria va poursuivre son chemin puisqu'il va sortir en J'ai lu en février, et voilà, si Tosca trouve un écho, on va continuer. Très bien. Alors, je pose une question depuis quelques mois à chaque invité, chaque semaine. Celle-là, elle revient de manière récurrente, notamment quand le texte s'y prête. C'est sur notre avenir, l'avenir de notre société. Et j'aimerais que tu nous dises comment tu vois le monde
comment tu vois notre société dans 50 ans? En 2074, concrètement, est-ce que la barbarie, pour toi, aura cessé? Est-ce que ce monde sera un petit peu sera un petit peu différent de celui d'aujourd'hui? Oh mon Dieu, là 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 là. Je pense que si tu m'avais posé cette question, Anthony, avant le 7 octobre, je t'aurais répondu quelque chose de beaucoup plus positif et optimiste. Euh, Comme tu m'as pas posé la question avant et que je me souvenais plus que tu posais cette question à la fin, je n'ai pas réfléchi et c'est ce qui me vient en premier. Il y a un avant et après 7 octobre en ce qui me concerne et j'espère en ce qui concerne le plus de monde possible. Et quand je vois dans la folie du monde dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh ben, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer la barbarie vaincue et euh, en même temps, sinon, je continuerai pas, tu vois. Sinon, je continuerai pas à écrire, je continuerai pas à publier, je continuerai pas non plus à être éditrice en publiant des gens, je continuerai pas à aller voir les jeunes, là, tu vois, en me disant que nous, on n'y arrive pas à changer ce monde-là, mais que eux, c'est peut-être possible. Alors, je ne sais pas comment je le vois, mais je me dis qu'il ne faut pas renoncer à ce qui soit meilleur. Voilà. Vaincre la barbarie, c'est ce qu'on essaye de faire chaque jour avec nos mots. Euh, Là, par exemple, je vous ai dit, je suis dans le Poitou. C'est une résidence des collectifs d'écrivains de ceux qui ont dit non. Demain et après-demain, on sera de nouveau avec des collégiens. On était la semaine dernière avec eux. Et je leur ai raconté Tosca, pas fait pour eux. Ils étaient tous très impressionnés. Je leur ai distribué des portraits des déportés dont je vous ai parlé tout à l'heure d'Alain Corcos et je leur ai fait écrire, de se mettre à la place d'eux. Je leur ai donné la phrase «L'heure est enfui, c'est mon dernier jour», c'est ce que je vais faire encore demain matin, et je leur demande d'écrire la suite. Je ne sais pas si je te réponds correctement, je te dis juste que je me bats. Parce qu'ils y sont arrivés. Donc, il y a encore un petit peu d'espoir. Ben oui. Et puis, quand même, dans ce roman qui a l'air de raconter des choses sombres, en fait, qu'est-ce qui gagne? C'est pas les miliciens, c'est pas la barbarie qui gagne, c'est la fraternité entre eux. C'est quand même, il reste des humains, il reste des humains, il reste des frères, hein, il reste du bon côté, j'allais dire, c'est-à-dire de celui qui fait que justement, nous sommes des hommes et des femmes debout. Donc, oui, j'espère que ça va gagner. J'aimerais qu'on rende peut-être hommage à Louis Boudard. J'ai cru voir qu'il était décédé il y a à peu près une vingtaine d'années, en 2005. Quel homme était-il justement après tout cela, quand tu l'as peut-être rencontré, tu lui donnes un vibrant hommage aussi à la fin. Donc j'imagine que tu as passé beaucoup de temps avec lui. Qu'est-ce que finalement tu en tires? Quel souvenir tu as de cet homme-là? J'ai eu beaucoup d'affection pour petit Louis et il a attendu toute sa vie le procès. Et au procès, il était dans une grande émotion. Il savait qu'il est avec Maurice Abélard, il était les deux derniers survivants du placard. Et il était tellement habité par Tosca, enfin bon, par l'inconnu, par Ange, qu'il l'appelait tout le temps le jeune homme de mon âge, à l'âge qu'il avait, comme si ça s'était arrêté à ce moment-là. Et quand je suis allée le voir, il voulait plus parler, petit Louis, parce que ça avait été très difficile pour lui le procès. 3 semaines très éprouvantes, remettre tout ça, ressortir tout ça. Et donc au début, il voulait pas tellement. Et puis moi, je me souviens surtout que il n'avait pas raconté à ses petits enfants. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne l'avait pas questionné ou parce que lui-même n'avait pas voulu, mais il n'avait pas raconté. C'est ce qui se Donc passe d'une, régulièrement hum, pour les anciens hum, déportés, comme Ginette Kolinka et tant d'autres qui ont mis beaucoup hum, de temps à parler, voire 30, hum. 40 ans pour parler. Et donc, d'une certaine manière, moi, la relation que j'ai eue avec lui, c'était un peu, voilà, progressivement, qu'il se confie, qu'il me donne, enfin, qu'il m'a passé le relais. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il m'a passé le relais. C'est-à-dire à la fois de son histoire, et puis de poursuivre avec le jeune homme de son âge. Mais c'était quelqu'un, bon, j'en ai rencontré beaucoup, hein, des résistants comme ça, d'une grande modestie, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'avoir résisté.
Et c'était pas, il n'avait pas envie de se vanter, il racontait pas les coups de feu. Il parlait beaucoup des camarades, de ceux qui n'étaient pas revenus, mais il n'était pas du tout dans. Enfin, il roulait pas les mécaniques, petit Louis. Pourtant, il aurait pu. Est-ce que d'ailleurs la poésie va... Alors, on sait maintenant, grâce à l'épilogue, qu'en effet, Tosca a été dans ta poésie. On découvre beaucoup de choses sur toi, finalement, et sur ton passé, sur cet homme, sur cet inconnu qui était déjà là en toi depuis si longtemps. Mais est-ce que, petit Louis, est-ce que ces personnages-là animent aussi ton esprit poétique? Est-ce que finalement... la poésie, c'est véritablement, avec Bruno, vous êtes les meilleurs poètes actuels, contemporains, soyons honnêtes, même si tu ne le diras pas, mais on sait qu'elle a un impact particulier chez vous deux et notamment chez toi aussi. Euh, Est-ce que la poésie, elle anime ce genre d'événement? Est-ce qu'elle est prompte, entre guillemets, à recevoir ce genre de personnages, ce genre d'émotions, ce genre d'époque? Est-ce que finalement, la forme Ben oui. romanesque, et Ah comment ben, justement tu régis les deux? c'est complètement complémentaire. Tu vois, là, c'est la poésie qui m'a ramené au roman. Euh, Parfois, c'est le sens inverse. Par exemple, Bruno, il a fait un roman sur Marianne Cohn. Si tu parles Marianne, qui était donc une jeune résistante juive qui faisait passer les enfants, leur faisait passer la frontière en fraude et puis qui ensuite a été arrêtée et, euh, et qui avait écrit un ultime poème, Je trahirai demain, pas d'aujourd'hui, etc. Il a d'abord écrit le roman, et après il a fait un très long poème, un Kaddish pour Marianne, dans l'autre sens. Mais je crois qu'elles vont de pair, l'une avec l'autre. Euh, c'est 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 un miroir, c'est un jeu de miroir. C'est sur le chemin. Euh, le poème qui s'appelle Tosca, ça se terminait par Le ciel luisait d'étoiles et j'y ai accroché la mienne. Donc, tu vois, c'était comme une ouverture. Est-ce que Et le poème qui s'appelle Arrête de me regarder avec ses yeux se termine par Arrête de me regarder comme ça. Tu le sais, toi, que tout peut recommencer. C'est la fin du poème aussi. Tu vois, donc on est dans. La poésie trace la voie et parfois, ça commence par le roman, on y retourne. Et on est d'accord que ces deux poèmes ne sont pas en intégralité dans l'épilogue, hein, ce n'est qu'une partie, hein, on est Ah d'accord? oui, 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 non, non, ils ont été publiés. Non, je les Ils ont été ai. publiés Je les aux ai. éditions Bruno Doucet en intégralité. Oui, absolument, oui. Je ne sais plus les dates, je les ai avec moi, 2019. mais. 2019 dans la beauté, éphéméride poétique pour chanter la vie. Mm, Un beau programme. mm. Alors, si personne n'a d'autres questions, il est temps de te remercier, Muriel. Ce livre-là est bouleversant et surtout surprenant aussi dans sa construction narrative. Euh, En fait, tu nous cueilles, clairement, tu nous cueilles. Je ne m'attendais pas du tout à cet épilogue, je ne m'attendais pas forcément à toute cette historique derrière dont on a un petit peu, on a beaucoup parlé ce soir, mais on ne vous dévoile pas forcément tous les arcanes de ce roman et de cette histoire-là. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant. Je pensais que uniquement le prologue allait être en réalité l'histoire complète, et je trouve que c'est finement joué aussi. J'aimerais peut-être que tu nous parles pour finir avec sur l'édition, sur le travail que vous avez fait avec Emmanuel. Est-ce qu'il y a eu des coupes? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez modifiées, que ce soit les prénoms, alors les prénoms, j'imagine que non, mais peut-être les prénoms et les noms composés ou les initiales uniquement comme lors de leur mort. Est-ce que la structure narrative était différente au départ? Est-ce qu'il y a eu des coupes? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont évolué au sein même de ton écriture et de ta relation avec Emmanuel? Ben, ma relation, elle est dans une grande proximité, mais par rapport au manuscrit, on n'a rien retouché. Ça a été j'allais dire un premier jet, non, c'est bien sûr retravaillé, mais quand je lui ai confié le manuscrit, elle a lu, Justine a lu aussi, puisqu'elles sont les deux à travailler dans la maison et à choisir les manuscrits ensemble, et elles ont eu un coup de cœur. Emmanuel m'a dit, encore une fois, moi je suis éditeur pour ça, pour publier ça. Donc voilà, et puis c'était une telle évidence, mais euh, j'ai pas, j'ai pas repris. Enfin, j'ai rien eu à reprendre. Voilà. Je l'avais conçu comme ça.
Très bien. Et je redis le nom du recueil dans lequel se trouve Tosca, puisqu'on me le demande. C'est La beauté, éphéméride poétique pour chanter la vie. Et c'est donc aux éditions Bruno Doucet en 2019. Je pense qu'il est encore trouvable. Oui, oui, celui-là, oui. Et Te revoilà, il était dans Voix vive. Mais j'ai dû le marquer à la fin du livre. Exactement, tu as raison. Celui de 2016, c'est Voix vive de Méditerranée en Méditerranée. Et ça, c'est 2021, donc ce sera encore plus Voilà. trouvable, j'imagine. Merci infiniment, Muriel, et merci pour ce livre-là qui est nécessaire et qui, j'espère, aura une très belle vie. Et je te l'annonce déjà, il sera forcément dans la sélection du Prix Lille 2024. Ben, merci à vous. Ça me fait beaucoup plaisir d'avoir passé cette première rencontre avec vous. Voilà, je pense que vous allez porter chance à Tosca. On espère, on espère. À bientôt, Merci. Muriel. À très vite. Au revoir tout le Merci monde. à vous. Au Une belle revoir. soirée. Au revoir à tous.